C'est bon? Et enfin, dès qu'on arrête les comptes de l'année clos, de l'exercice clos, il faut convoquer le conseil d'administration pour statuer sur les comptes de l'exercice clos. En vue de faire quoi? Pourquoi on convoque le conseil d'administration? En vue de faire quoi? L'objet de l'entreprise, c'est quoi? Oui. Convoquer le conseil d'administration en vue de statuer sur les résultats. Voilà, parce que l'objectif de l'entreprise, c'est quoi? Vous créez une entreprise pour faire quoi? Pour avoir un profit. Mais le profit là, une fois dégagé, vous le laissez comme ça, vous le regardez. C'est comme quand vous allez faire la guerre, là, vous avez un butin. Vous gagnez la guerre. Vous avez un butin. Vous allez le regarder. C'est le partage du butin. Le partage du butin. Voilà, il faut partager le butin. Donc c'est le résultat. C'est le résultat. Maintenant, c'est là où on va dire, mais je ne vais pas tout partager. Je vais doter en réserve. Et là, même l'État, même la loi, ou bien l'acte uniforme de l'OHADA, vous impose à doter en réserve 10%, du résultat. Le reste, c'est libre. Parce que si vous avez dans les statuts un pourcentage, là, vous le dotez. Fiscalité de l'entreprise. Donc ça, c'est 2 ans de cours que je vous ai, ou bien 1 an de cours que je vous ai résumé facilement sur un tableau. Et je n'ai même pas d'applaudissements. Voilà, donc là c'est important. Donc au niveau de l'État, donc en matière d'impôts, donc les impôts, donc impôts, vous avez direct, indirect, et les droits d'enregistrement et de timbre. Le timbre fiscal, c'est un impôt. Timbre fiscal, c'est un impôt. Donc c'est un impôt. Vous voyez, même sur les actes de naissance, l'État réclame un impôt de 200 francs. Oui, et maintenant, vous avez les droits de douane, c'est d'autres formes d'impôts. Voilà, c'est d'autres formes, mais c'est les impôts fiscaux. Ça, c'est les impôts douanières, quoi. Nous, on l'appelle recettes douanières. Il y a les recettes fiscales et les recettes douanières. Donc ici, vous voyez, d'abord, vous avez l'impôt, les impôts directs, les taxes assimilées. Il y a l'impôt sur les sociétés, quand on a un bénéfice, ou l'impôt minimum forfaitaire quand on a une perte. Et le régime d'imposition, c'est le réel normal ou le réel simplifié. De 50 à 100, c'est le réel simplifié. On le verra tout à l'heure. À partir de 100, c'est le réel normal. Et vous voyez, c'est 30% du bénéfice imposable. Donc les 1 700 000 de bénéfices, on fait les déductions, on fait les réintégrations, c'est l'assiette, et sur ça, on applique 30%. Et l'impôt minimum forfaitaire, c'est 0,5% du chiffre d'affaires hors taxe de l'année précédente, avec un plancher de 500 000 et un plafond de 5 millions. Ça veut dire quoi? Je calcule. Si le chiffre d'affaires me donne 450 000 ou 250 000, le minimum que le fisc va encaisser, c'est 500 000. Donc, on ne connaît pas de demi-mesure. C'est tout ou rien. Maintenant, si le calcul de 0,5% du chiffre d'affaires vous donne entre 500 et 5 millions, c'est ça que vous payez. Si le calcul est supérieur à 5 millions, c'est le plafond, vous ne payez que 5 millions. Là, l'État est gentil. Ensuite, il dit, qui sont exonérés? C'est les personnes morales autres que celles assujetties. C'est dans le Code général des impôts. Donc le Code général, ce que j'ai dit là, direct, indirect, c'est des livres. Livre 1, livre 2, livre 3. Il y a les autres livres sur le contentieux.
Maintenant, déclaration et paiement. C'est le 30 avril de l'année N+1 avec 2 acomptes provisionnels du tiers de l'impôt de N-1. Au plus tard, le 15 février, le 15 avril de l'année suivante. Et le solde, on le paye au plus tard le 15 juin N+1. Et si c'est l'impôt minimum forfaitaire, là, c'est une dérogation spéciale, mais il faut payer avant le 15 février. Donc ceux qui n'ont pas payé jusqu'à hier, là, ils vont avoir des pénalités s'ils ont déclaré une perte. Voilà. Donc vous voyez, vous n'avez pas de richesse, mais on vous donne une échéance. Maintenant, autre impôt direct, il y a ce que l'on appelle l'impôt sur le revenu des personnes physiques. Au lieu d'être une entreprise, c'est une personne commerçante. Donc là, si c'est le régime du réel, ou bien les salariés là, ils sont assujettis à l'impôt sur le revenu. Donc, le régime c'est du réel. Quand c'est le régime réel, le barème fiscal de 2013 est appliqué avec prise en compte des réductions d'impôts pour charges de famille. C'est là où ils vont vous dire que si vous avez un enfant ou bien marié, vous payez moins d'impôts. Le célibataire paye plus d'impôts que le marié. Deux mariés, le marié avec plusieurs enfants paye moins d'impôts que celui qui n'a pas d'enfant. Voilà, c'est ça l'égalité. Et maintenant, sont exonérés tous les revenus annuels inférieurs à 630 000. Et ça, il faut le déclarer au plus tard le 1er mai de l'année qui suit. Si c'est l'impôt sur le revenu des salariés, ça c'est les entreprises commerçantes, personnes physiques. Ça c'est les salariés, par exemple l'employé. Il y a un abattement de 900 000 annuels sur le barème fiscal de 2013. C'est la loi de 2012, du 31 décembre 2012, avec prise en compte des réductions d'impôts pour charges de famille. Et là aussi, même montant pour l'exonération. Ça, je pense qu'il y a un cours qui va venir en détail sur ça. Genre, je vous donne juste les grandes lignes, quoi. Voilà, vous voyez ce que l'on appelle la taxe représentative de l'impôt du minimum forfaitaire. On le verra tout à l'heure avec les déclarations de salaire là. CGI, c'est Code général des impôts. Il y a aussi la contribution forfaitaire à la charge des employés. Cet impôt-là n'est payé que par l'employeur. C'est 3% du salaire brut. Ça, vous le payez. Alors, si vous ne le payez pas, redressement. Il y a ce que l'on appelle les retenues à la source, c'est les RAS, sur somme versée à des tiers. C'est les fameux 5% là dont on parlait. Et le minimum, c'est 25 000. Si c'est inférieur à 25 000, on ne paye 25 000 hors taxe. On ne paye rien. Il y a les revenus à la source sur les revenus de capitaux mobiliers. Là aussi, il faut regarder le code. Par exemple, les bons du trésor, les obligations du trésor, les actions, les parts sociales. C'est ça qu'on appelle revenu des valeurs mobilières. On ne vous paye pas 10% de dividendes, mais on ne paye pas 100 000 francs de dividendes. On va prendre 10% ou 8% ou 16%. Ça, c'est pour l'impôt. Et on ne vous paye que le net. Ça, c'était les impôts d'État. Bon, c'est un peu tout là. Maintenant, quels sont les revenus catégoriels? Quand on parle d'impôt sur le revenu, il y a 6 revenus, je vous l'avais dit. Il y a les traitements, salaires, pensions et rentes via GER. Il y a les revenus fonciers. Il y a les bénéfices industriels et commerciaux. Voilà, ça c'est des professions commerciales exercées par une personne physique ou une personne ou une société ne relevant pas de l'impôt sur les sociétés, comme par exemple les pharmacies. Il y a les bénéfices des exploitations agricoles. Ça, c'est pour les planteurs, les agriculteurs, les éleveurs, les pêcheurs et l'exploitant forestier.
Hmm? Il y a les bénéfices non commerciaux et les revenus assimilés. C'est pour les professions libérales, les avocats, les experts comptables, les lutteurs. Donc là, ils payent ça et on l'appréhende avec les impôts. Et enfin, il y a les revenus des capitaux mobiliers. C'est les revenus des valeurs mobilières, actions, obligations, les revenus des créances, dépôts et cautionnements et comptes courants. Il y a certains qui négocient des comptes, des rémunérations au premier rang de leur compte courant quand il y a beaucoup d'argent. Il y a d'autres, c'est des dépôts à terme. Donc les revenus financiers là, ce qu'on a vu tout à l'heure là, ça c'est le net après impôt qu'il perçoit. Et pour chaque revenu, vous avez le revenu net catégoriel de la catégorie qui est égal au revenu brut imposable, ce que vous gagnez, moins les charges déductibles. Et pour aller en profondeur, regardez le Code général des impôts. Maintenant, vous avez les impôts. Tout à l'heure, on avait vu les impôts directs. Impôt sur les sociétés, si c'est moral, personne morale. Et impôt sur le revenu, si c'est personne physique. Maintenant, il y a les revenus, les impôts indirects. Et l'impôt le plus fameux, c'est la TVA. Ici, il y a deux régimes d'imposition. Soit le réel ou la contribution globale unique. Donc, pour le calcul, il y a 18% du montant hors taxe pour le taux normal et 10% le taux réduit pour les établissements touristiques agréés. Si vous n'êtes pas agréé, c'est 18%. Et c'est le ministère du Tourisme qui donne l'agrément. Les exonérations, c'est les exportations, les activités agricoles, les activités salariées au sens du Code du travail. Donc si on fait des activités salariées qui ne sont pas au sens du Code du travail, ça, il faut payer la TVA. Les activités d'enseignement, les transports publics, la santé. Toutes ces activités-là ne sont pas assujetties à la TVA. Et là, la déclaration, c'est avant le 15 du mois suivant le fait générateur. Donc, quand on encaisse, c'est un fait générateur. Par exemple, avance sur facture, c'est un fait générateur, il faut calculer la TVA sur ça, même si la facture n'est pas établie. Quand on établit la facture, c'est un fait générateur, il faut réclamer la TVA sur ça, même si on n'a pas encore encaissé. Et au plus tard, le 15 du mois suivant, il faut reverser, sinon, on vous redresse. Oui? Donnez-lui le micro. Monsieur? Oui. Si on parle de 10% de taux de TVA pour les établissements touristiques. Agréé. D'accord. Agréé, c'est-à-dire dans la facture, ils vont dire, c'est dommage qu'on n'a plus d'espace. Donc la facture est là. Vous allez dire facture, comme par exemple les jus là. Vous mettez élément, quantité, prix unitaire, montant. Montant hors taxe. Il y en a 3. Jus locaux. Quantité 3. Prix unitaire, supposons que c'est le même prix. 2000. Ça fait 2000 hors taxe. Ça fait, 2 fois 3, 6000. Ça c'est quoi? Piment. Cani. 1. 1000 francs. Ça me fait 1000 francs. Donc je vais faire total hors taxe. Total hors taxe, ça me donne 7000. Je ne peux pas mettre de quantité parce que c'est du piment et du jus. Après, je vais mettre, c'est là où c'est intéressant. Je vais mettre TVA, 18%. 18%. 18% de 7000, ça fait combien? Allez-y, 18% de 7000. Calcul. Autant c'était 20%. Autant c'était 20%.
Acha? 1260. Après, vous allez avoir le montant TTC. Ça va vous donner combien? 8260. N'est-ce pas? Si c'est, pour revenir à votre question, si c'est un établissement touristique agréé, hein? Oui. Au lieu de mettre 18%, ils vont mettre 10%. Donc, ils vont mettre 700. Voilà, ils vont collecter pour l'État 700. Et dans les établissements touristiques, ça inclut aussi la restauration? Oui, restauration, oui. Hôtellerie et restauration. C'est pourquoi il faut qu'il soit agréé pour ne pas cacher des choses. C'est bon? Est-ce que c'est pas des points de taxer les produits? Qui? Open the mic. Question très pertinente. Allez-y, il faut que tout le monde vous entende, même le cloud. Oui. Il faut allumer. Appuyons. C'est bon. Est-ce que l'autre s'est éteint? Voilà. Okay. Bon, je disais, est-ce que c'est pertinent de taxer les produits locaux? Voilà, les produits locaux non transformés. Non transformés. Ça, on ne taxe pas. Mais les produits locaux transformés, donc ça, on taxe. Et pourquoi? Et pourquoi les taxer? Parce que même si c'est transformé, quand vous transformez, vous ajoutez de la valeur. De la valeur. Voilà. Okay. C'est tout. C'est bon? Et on le verra tout à l'heure avec le mécanisme de la TVA. Là. J'ai vu tout à l'heure, là, il y a trop de taxes. Ah, mais c'est comme ça. Hein? Mais à ce rythme-là, bon... Ah non. Là, je ne vous laisse pas continuer. Vous voyez le peuple? Le bas peuple, je veux dire. Mais c'est là où je vous dis, si vous respectez tout, c'est-à-dire si vous payez normalement les taxes, vous n'aurez aucun problème. Ni en trésorerie, ni en truc. Mais au Sénégal, on n'aime pas payer. On ne veut pas participer à l'effort national. Mais c'est pour financer l'économie. Les taxes, c'est juste pour financer l'économie, c'est le point. Vous ne voulez pas que l'État me paye mon salaire pour que j'ai le temps de venir vous donner le cours. Ah, ce que je paye là, c'est une partie des taxes que vous payez. Hein? Ce qu'on me paye là, ce qu'on me donne, c'est une partie des taxes que vous payez. Ah, bonjour. Oui. Par rapport à la TVA. Oui. Maintenant, moi, je suis dans la Écoutez-le. Je suis dans la production d'oignons, de la pomme de Production d'oignons. Oui. Maintenant, je dois appliquer la TVA avec mes clients ou pas. Deuxième question. Production d'oignons, est-ce que vous devez appliquer la TVA? Oui. Oui. Et pourquoi? Vous avez dit tout à l'heure sur les qui transformés, et l'oignon n'est pas transformé. Oui, c'est produit cru. Produit du cru. Vous ne payez pas la TVA. Oui. C'est exonéré. Mais là, ils vous ont encore corsé l'affaire. Ils disent que, à condition que ça figure dans l'arrêté, mais il y a un arrêté qui fixe la liste des produits non soumis à la TVA. Ok. Si ça ne figure pas dans cet arrêté-là, là, vous devez payer. Vous devez facturer la TVA dans l'oignon. D'accord. Et tout ce que vous allez acheter dans le cadre de votre production, on vous donne la possibilité de déduire ça. Est-ce que vous voyez? Oui. Donc, ce que vous achetez comme semence, vous déduisez la TVA que vous avez payée à votre fournisseur. Oui. N'est-ce pas? Oui. Ainsi de suite, ainsi de suite. Oui, c'est comme ça que je fais généralement. C'est ça. Et pour moi, dans mon cas, je peux laisser la TVA à mon client. C'est possible? Non, la TVA est payée par le client. C'est-à-dire vous ne faites que collecter. Oui, bon, mais quand vous achetez chez le fournisseur, vous supportez la TVA. Voilà, vous supportez. Mais je peux ne pas collecter aussi. Vous pouvez ne pas? Je peux ne pas collecter. Non, vous devez collecter. C'est une obligation. Parce que vous êtes assujetti, vous êtes intermédiaire. C'est-à-dire vous collectez pour le compte de l'État.
C'est pourquoi on dit taxe indirecte. Direct, c'est payé directement au fisc. Indirect, c'est collecté par le fournisseur et payé directement. Et si ça arrive que je ne collecte pas, je laisse je vends Non, hors si taxe. vous ne collectez pas, on vous redresse. Vous ne pouvez pas vendre hors taxe. C'est-à-dire, si vous ne collectez pas, l'administration fiscale va considérer que ce que vous avez facturé, c'est toute taxe comprise. Elle va venir et faire diviser par 1,18 et prendre la TVA. Ah, waouh! Parce que vous êtes censé collecter, encaisser toute taxe comprise et non hors taxe. Ok. Si vous n'indiquez rien sur la facture, sur la TVA, là c'est 18%. C'est-à-dire, on considère le montant. Supposons que vous vendez l'oignon à 100 000, on considère les 100 000 comme un montant, toute taxe comprise. Maintenant, si vous êtes commerçant, personne physique ou bien entreprise individuelle, et qu'en début d'année, vous avez payé la contribution globale unique, là, vous ne facturez pas la TVA et vous ne devez pas faire de déclaration en cours d'année de la TVA parce que vous avez déjà payé la TVA dans la contribution globale unique. D'accord. Et si c'est à exporter en Guinée-Bissau, par exemple? Quand c'est des exportations, là, vous ne facturez pas la TVA. Ok. Pourquoi? Parce que c'est des exonérations. Parce qu'ils disent que la TVA n'est due que quand c'est consommé localement. Okay. Le lieu de consommation, le lieu d'utilisation du bien, ce n'est pas le Sénégal. Oui. C'est en Guinée. Oui. Donc là, c'est pourquoi quand vous voyagez là, vous achetez des articles. Ce que l'on appelle les duty free là. Oui. Duty c'est taxe. Hein? Oui. Duty free, free de taxe. Hors taxe. Oui. Vous achetez là-bas. Maintenant, si pendant votre séjour, par exemple, en France, vous avez acheté des articles, il y a un guichet de la douane ou bien un guichet des impôts de l'administration fiscale. Les factures là, vous pouvez les présenter là-bas et ils vous remboursent tout ce que vous avez payé comme TVA. Oui, oui. Des fois, il faut faire la queue et on vous rembourse. Sur présentation, parce que les blancs là, ils sont très justes. Ils vous remboursent votre argent. Cash. Oui, oui, cash. Pourquoi? Parce que le lieu de consommation du bien n'est pas la France, mais le Sénégal. D'accord. Alors que la TVA frappe la consommation intérieure. C'est bon? Donc, les dons là, oui. Donc, vous voyez, c'est un arrêté comme ça qui va vous dire, pour la TVA, voilà ce qu'il faut. Ils disent que tout ce qui n'est pas dans cette liste-là, ça, il faut réintégrer. Hein? Et vous voyez, c'est les trucs à caractère social, Caritas, Croix-Rouge, ainsi de suite. Hein? Donc, je vais vous chercher le truc là, je vous l'enverrai sur la TVA. Hein? Oui? Ah! Ouais, yo, vous êtes bien, ouais. Voilà, il est là. Il dit, la liste des produits alimentaires de première nécessité. Première nécessité. Est-ce que l'oignon, c'est une première nécessité? Non, non, non. Non, ah non, quand même, non, ouais. Ouais, non, ouais, Cham. Ouais, Cham, non, ouais. L'oignon. Mais on peut faire un tchèboudienne sans oignon? Ah si, ah si, ah si, ah non, 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 non. Ouais, c'est pas une denrée de première nécessité, ouais. C'est pas une denrée de première nécessité. Hein? Hein? Wow. Mais faut l'oignon est pris comme valeur ajoutée. Ah non. Hein? Ouais, il y en a un qui mange du gerte tchaf là, non saf. Hein? L'arachide de bouche là. Ça c'est denrée de première nécessité. Mais oignon, c'est un bien de luxe. Oignon, c'est un bien de luxe. Chut. Micro. Là, c'est la discussion de... Ah, wow. Ah, ils l'ont mis. Ah, d'accord. Monsieur Diop. D'accord. C'est sans débat. Ouais. Quand même. Donc, ce n'est pas un bien de luxe.
Donc, ils disent, donc lisez, les produits alimentaires de première nécessité et non transformés prévus à l'annexe 1 du livre 2. Donc, je vous avais dit livre 1, impôt direct, livre 2, impôt indirect, du Code général des impôts, est fixé ainsi qu'il suit. Tant que ça ne change pas, ça, il ne faut pas faire autre chose. Donc, arachide, c'est arachide de bouche. Bouche, lek, kemb. Ah, boulone hay saf. Mais c'est arachide, c'est pas le tigedege. C'est pas le tigedege. Wow. Hein? Hein? Oui, oui. Bon, ici c'est arachide. Hein? Mais vous n'allez pas pénaliser la mère là. Hein? Céréales. Est-ce que le riz fait partie des céréales? Le riz non. Le riz brut là, non parfumé. Le manioc. Wow. Les légumes frais. Donc ça veut dire que même la tomate fait partie. Batans, jahato, najo. La viande à l'état frais. Ah oui, l'état est là pour tout le monde. Question, donnez-lui le micro. Donnez-lui l'autre micro, comme ça l'autre. Vous avez terminé, oui? C'est bon, hein? Non, votre affaire a été réglée par l'arrêté. Oui, bonjour. Si on fait par exemple on vous entend pas. Livraison de légumes et viande frais, on ne paye pas d'impôt. Ah, ils l'ont mis, de TVA. TVA. On C'est-à-dire, paye pas. il y a les exemptions dans champ d'application. De la TVA. Vous avez le champ qui est là. Un champ là. Le champ est là. Mais à l'intérieur, il y a les exemptions qui sont là. Donc, ils sont hors. Les exemptions sont hors champ. Alors que les exonérations, ils sont dans le champ, mais ils ne sont pas soumis. C'est la tolérance. Ils sont dans le champ, mais ils ne font pas partie. C'est les tolérances. C'est bon? Par exemple, ici, comme exemple, les activités salariales, ils sont hors champ. Mais les activités agricoles, ils sont dans le champ, mais ils sont exonérés. Du fait de cet arrêté-là. C'est bon? Oui? Oui? Micro? Fermez l'autre micro, oui. Allez-y. Oui? Et pour ceux qui commercialisent les produits, par exemple les légumes frais, vous n'êtes pas producteur, vous commercialisez. Vous achetez chez le producteur pour le revendre. On n'a pas... Oui, allez-y. Je disais, par exemple, pour les légumes frais, oui. Pour une entreprise qui ne produit pas, ne produit pas, l'entreprise l'achète chez le producteur pour le commercialiser, par exemple, le revendre chez les grandes distributions. OK. Est-ce que c'est exonéré d'impôt ou bien? Question pour vous. C'est très pertinent. Question pour vous. C'est-à-dire, là, je vais faire le schéma, comme disait Napoléon. Vous avez le producteur, c'est l'agripreneur. Il vend du frais. Ensuite, vous avez l'intermédiaire. Voilà, bana. C'est l'intermédiaire. Et vous avez la distribution. C'est qui? Distribution, c'est qui? Auchan?
C'est un produit frais. Donc non soumis à la TVA. Le gars, il l'achète et il revend. L'intermédiaire là. Hein? L'intermédiaire. Il paye ou il ne paye pas? Tiens, il paye ou il ne paye pas? Allez-y, vous avez le micro. Si, il paye. Ça, c'est Exo. Il vend à 100. Lui, le banana, il achète à 100, mais il vend à combien? À 175. Hein? Ouais. Il a acheté de la marchandise et l'a revendue en l'état, sans transformation. Donc il a créé une valeur ajoutée de combien? De 75. C'est une valeur ajoutée commerciale, pas une valeur ajoutée de production. N'est-ce pas? Et lui, mais lui, la chaîne là, elle ne s'arrête pas là. Hein? Il y a le consommateur. Il y a le consommateur final. Donc lui, il achète à 175. Il vend à combien? 200. Et lui, c'est lui qui supporte la TVA au finish. C'est bon? Ok, Oui. Mais vous allez à la boutique, même si on ne vous donne pas de facture, mais vous avez payé la TVA dedans? donc l'intermédiaire... Ah bon, on laisse terminer, après vous allez venir. Donc l'intermédiaire ne paye pas. L'intermédiaire? Oui. Si. L'intermédiaire, il achète à 100, il revend à 175. Oui. Achat. Lui, il va dire brut, 100, TVA. Il n'y a pas de TVA. Parce qu'il a acheté TVA, 0. TTC, 100. Ouais. Mais il vend à brut, 175. TVA, 18%. 275, ça fait combien? TTC, 18% de 175. Vous êtes lent, calcul. 31, donc ça nous donne combien? 206,5. Donc lui, il va faire 701 vente de marchandises. 175 hors taxe. 443 TVA collecté pour l'État. 31,5. Et 411 clients Auchan. 206,5. Mais lui, il ne va pas déduire la TVA parce qu'il a acheté une marchandise exonérée. Ok. On ne lui donne pas la possibilité de déduire. Mais dans cette opération, sur les 75 là, les 175, il va payer 31,5. Oui. Ça parfois soit intermédiaire parce que la commercialisation, je ne peux pas tout produire. Bien sûr, dans ce Voilà. cas, vous êtes commerçant. Vous, vous menez des activités Intermédiaire. commerciales. On l'appelle intermédiation chez nous. Ouais, c'est l'activité commerciale. D'accord, Vous achetez et vous revendez. exactement. Maintenant, c'est différent d'où vous Je produis. Non. C'est-à-dire, vous êtes au courant d'une bonne information. Et vous le portez à l'attention de l'acheteur, du vrai acheteur. Là, pour ça, le fait de lui avoir donné la bonne information, là, vous lui avez fourni une prestation de service. Est-ce vrai? Oui. Donc, vous avez joué le rôle de facilitateur, pas d'intermédiaire direct. À ce moment-là, il va prendre un montant forfaitaire qui va vous rémunérer pour lui avoir donné la bonne information. C'est comme les courtiers. Vous voulez un bâtiment en location,
vous n'avez pas la bonne information. Lui, il vous donne la bonne information, mais moyennant un mois de loyer. Oui. C'est bon? Ok, d'accord. Oui? Après, oui. Mon ami là, il est chaud, hein, l'ami de l'État là. Monsieur, donc si je comprends bien, les exemptions de TVA ou exonération, je ne sais pas. Donc l'utilité première, c'est pas d'en faciliter la consommation, mais de stimuler la production. C'est ça, c'est tout. Mais donc quand vous dites denrées de première nécessité, c'est par rapport à qui? Au consommateur final ou bien... Ah aussi, au consommateur final, oui. Mais il paie toujours la TVA parce que ce n'est pas lui-même qui va produire et consommer. Donc, Oui, mais bon, c'est pourquoi. Si vous ne voulez pas payer de TVA, il faut aller ce qu'on appelle bord-champ. Il faut aller là-bas. Même moi, là où j'habite, Sangalkam, c'est bord-champ. Moi, je vais directement chez le producteur acheter au prix producteur. C'est différent de celui qui reste à Dakar, hein, qui hume l'air de Dakar, hein, et qui veut qu'on lui vende à 2500 francs le poulet. C'est pas possible. C'est pas possible. Parce que moi, je fais l'effort, je paye le péage pour rentrer chaque jour, et le week-end au moins, que j'achète au prix producteur. Mais si vous restez chez vous, vous allez à la supérette du quartier là, mais vous allez supporter ça au prix fort. Parce que lui, il va faire le transport, il va payer le péage et tout, il va payer la manutention et tout. Tout ça, il le répercute sur le prix d'achat. oui, mais donc c'est pour ça que lui, il a sa marge qu'il ajoute au prix du producteur. Oui. Oui. Oui, donc. Mais c'est cette marge-là qui va être taxée. Parce que lui, on va lui dire, c'est-à-dire, on va lui dire, comme quand vous avez acheté, vous n'avez pas pu déduire, mais ce que vous avez payé en transport dans le cadre de l'activité, si la TVA est facturée dessus, on vous donne la possibilité de déduire des 31,5. Si vous payez le péage et qu'il y a la TVA dessus, on vous donne la possibilité de déduire cette TVA-là de 31,5. Et en fin de mois, au plus tard le 15, vous ne payerez que le net. C'est ça. Lui, c'est sur d'autres activités, mais pas sur le produit directement. Mais Auchan, lui, voilà, ça c'est Auchan. Ça c'est l'intermédiaire. Maintenant, Auchan. Auchan va faire vente au consommateur direct. Et ici, achat chez l'intermédiaire, n'est-ce pas? N'est-ce pas? Donc, Auchan va acheter il va dire brut, hors taxe. Auchan va acheter à 175, c'est la même facture. Hein? TVA 31,5 et TTC 200. Voilà, 206,5. Mais quand il va vendre au consommateur final, là, Auchan va dire brut, hors taxe, 200 francs. TVA 236. 36. TTC 236. Donc, Auchan va dire Auchan, achat. J'ai fait 601 pour 175. 445 TVA déductible. 31,5. Et règlement, trésor, 206,5. Auchan débourse 206. Mais sur la vente, Auchan va faire 401 clients ou 5XX trésor. Ça, c'est 401 à crédit, fournisseur, ou cash. Crédit, cash. Il va faire 236 issus de la vente 200 pour le hors taxe et il collecte 443
TVA facturé. 36. Hein? Et l'administration fiscale lui dit, reversement TVA. TVA par Auchan, il va faire 36 moins ce qu'il a supporté à l'achat. Moins 31,5 égale combien 4,5. Au lieu de payer 36, il ne paye que 4,50. Parce qu'on vous donne la possibilité de déduire la TVA sur ce que vous avez collecté. Donc c'est une TVA supportée, déductible, si vous respectez les conditions de forme et de fond. Et dans les conditions de forme, il y a l'indication du NINEA sur la facture. Les conditions de fond, c'est est-ce que ce que j'ai déduit, ça rentre dans le cadre normal de mon activité. Sinon, on supprime ça et vous payez les 36. C'est ça l'utilité de déduire la TVA et de déclarer normalement. C'est bon? L'autre, on a l'impression qu'il paye beaucoup, mais il a engagé d'autres charges qui supportent la TVA et c'est à ce moment-là que lui, il va faire la déduction. C'est bon? Il est quelle heure? Ah, on met le paquet. Bon, moi, je voulais demander, par exemple, le cas d'une société ou entreprise immatriculée au Sénégal, donc, et qui a ses activités à l'extérieur. Maintenant, comment ça va se passer pour les taxes? Là, ils vont dire que si le bénéficiaire du revenu est au Sénégal, même si c'est à l'extérieur, parce qu'il ne va pas ouvrir un compte à l'étranger, on verse l'argent là-bas. Si tel est le cas, ça, ce n'est pas soumis à la TVA. Mais si l'argent est rapatrié au Sénégal, là, il paye la TVA. Parce que c'est le bénéficiaire des revenus. Donc, il ne va pas payer la TVA parce que ces activités, ça va concerner les consommateurs étrangers. Mais les revenus qu'il va recevoir, ça, il va payer l'impôt sur le revenu. C'est le cas de ce que l'on appelle les BRS là. Voilà, vous payez un salaire pour quelqu'un qui est expatrié. Voilà. Ça aussi c'est prévu. Hein? Donc vraiment l'administration fiscale a tout prévu. Et maintenant ils disent que la TVA elle est inodore et indolore. Pour les CGI. Parce que quand vous allez à la boutique, vous payez la TVA sans le savoir. C'est indolore. Pour les CGI, les producteurs... CGI. CGU. Ah, pour la CGU, contribution globale unique. Oui. Pour les producteurs et revendeurs, il y a des barèmes? Si, on le verra. C'est-à-dire, quand le chiffre d'affaires est inférieur à 50 millions, je pense, toutes taxes comprises, là, c'est une déclaration. Vous pouvez déclarer au régime forfaitaire, voilà, qu'on appelle contribution globale unique. Et quand vous le faites, le montant que vous payez en début d'année, c'est comme si vous avez payé 6 impôts en début d'année, y compris la TVA. Parce que je voulais faire Mais on ne vous donne pas le droit de facturer la TVA, c'est-à-dire d'indiquer la TVA sur vos factures. Et si par exemple, on faisait le link entre l'exemple qu'on vient de donner là, l'intermédiaire. Par exemple, si l'intermédiaire est formalisé. Si l'intermédiaire est formalisé, ça veut dire qu'au préalable, il a payé la TVA. Ça veut dire qu'au préalable, il est où, l'intermédiaire? Ça, c'est au régime du réel. Mais lui, il a payé la TVA et il va vendre qu'à 75. Il ne facture pas la TVA. Donc, Auchan va l'acheter à 175, mais va collecter la TVA sur les 200. C'est bon? Mais Auchan ne va pas déduire la TVA sur ce que... Donc, Auchan va tout reverser à l'État. Et au finish, vous vous rendez compte que l'État ne prend de Auchan que 4,50 francs. C'est-à-dire c'est la valeur ajoutée. On a un visiteur. Il faut le laisser. Hein. Et je pense que si vous faites faites-moi 25 fois 18%. 25 fois 18%. On trouve combien?
Hein? Voilà. L'État ne s'est enrichi sur Auchan qu'à hauteur de 4,5, ce qu'il a mis comme marge. Tout le reste, il l'a laissé. C'est bon? Est-ce que c'est bon? Ceux qui n'ont pas compris les 4,50 là, levez la main. Voilà. Donc la valeur ajoutée de Auchan, c'est combien? Ici. La valeur ajoutée de Auchan. Auchan achète à 175 et revend à 200. Sa valeur ajoutée, c'est combien? 25. Donc au finish, avec le mécanisme de déduction, Auchan ne paye que 4,50. 18% de 25. Oui? S'il respecte les règles du jeu, si Auchan respecte, s'il ne respecte pas, il reverse les 36. On le pénalise. Monsieur, dans votre exemple-là, bon, avec Auchan et le client va donner 200 ou 236 à Auchan? 236. Ah, le client Parce va que donner c'est supporté 236. par le consommateur final. Ok, d'accord. C'est ça. Amusez-vous à regarder les reçus de Auchan. Ils mettent la TVA. Hein. Bon, ils mettent la TVA. Même l'autoroute à péage, les 5000 francs là, il y a la TVA dedans. Oh, oui. C'est le consommateur final. Oui? Vous avez une question? Ah. C'est bon? Monsieur Diop, les questions en ligne. Ah, question en ligne, j'avais oublié. On y va, on prend les noms et Voilà. les lieux. Il y a monsieur Diakariatou Diallo qui vous suit depuis quelque part à Dakar. Diakariatou Diallo. Monsieur? Oui. Oui. En tout cas, il y a une photo sur son profil. Oui. Voilà. Peut-être que c'est la photo de son copain. Donc lui, il dit, dans le cas des entreprises individuelles, quel est le régime d'impôt et montant annuel? Entreprise indiv. Oui. Le régime d'impôt. Régime d'impôt. Oui, et le montant annuel. J'ai quand même anticipé un peu sur la réponse en disant qu'il y a un module dédié à ça. Voilà. Qui sera animé par monsieur Aziz Dian, voilà. Le DG du centre de gestion agréé. C'est ça. Voilà, donc il va le faire sur tout ce qui est cadre juridique et fiscal. Voilà. Voilà. Donc là, ça me permettra moi de résumer ma réponse. C'est la seule question? Non, il y a également monsieur Sarr. Oui. Monsieur Sarr, Cheikh Sarr, qui est depuis la France. Cheikh Sarr, ah, oui. Le français. Donc, il est ingénieur électronique et informatique. Oui. Il dit qu'il veut savoir si la TVA payée lors de l'achat de matières premières. TVA sur matières premières, oui. Est remboursée par l'État. Remboursée par l'État. Voilà, c'est les deux questions que nous avons. Ok, merci. Voilà, pour l'entreprise individuelle, le régime d'imposition, c'est au choix. Hein. Soit vous avez le choix entre le régime forfaitaire, contribution globale unique, ou bien le régime du réel. Réel normal ou réel simplifié. Quand c'est simplifié, c'est de 50 à 100. Donc de 0 à 50, chiffre d'affaires. Hein. De 0 à 50, contribution globale unique, quand on est personne physique ou entreprise individuelle. De 50 à 100, réel, normal, et au-delà de 100, réel, non, réel simplifié, au-delà de 100, réel normal. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que réel, c'est qu'on vous considère comme une entreprise pure et dure, et vous payez l'impôt sur les sociétés. Est-ce vrai? Maintenant, les différences entre simplifié et normal, c'est par rapport aux modalités de paiement. Simplifié, c'est paiement simplifié. Alors que normal, vous payez normalement, comme les grosses entreprises. Alors que si c'est contribution globale unique, là, il faut juste faire une déclaration aux impôts, c'est-à-dire le service fiscal de votre ressort, du ressort de l'entreprise. À ce moment-là, ils vous font un document et ils vous calculent. Vous faites une déclaration de vos revenus. Ils vous liquident ça, et je pense que c'est entre 50 000 et 500 000 ou 5 millions. J'ai oublié, c'est entre 50 000 et 500 000. Voilà. Donc vous payez ça et on vous colle la paie toute l'année. Mais derrière, si vous avez un chiffre d'affaires supérieur à 50 millions, vous risquez gros. Donc c'est les micro-entreprises, les nano.
puissance moins 9. Maintenant, quand vous êtes... ça, c'est le régime d'imposition. Maintenant, pour la TVA sur les matières premières remboursées par l'État, là, c'est quand on bénéficie d'un régime dérogatoire, suspensif ou pas. Par exemple, certains qui investissent dans le domaine éolien et solaire, là, en matière de TVA, ils payent normalement. Mais en matière d'impôt sur le revenu, on leur donne la possibilité de faire des déductions. C'est ça, dans le calcul de l'impôt sur le revenu. Pour la TVA, tout ce qui n'est pas dans le truc là, dans l'arrêté d'exonération, ça, il faut payer. Ça, il faut payer. Si le lieu de consommation du bien, c'est le Sénégal, il faut payer. Touchez le clavier là. Je voulais demander aussi, pour les sociétés minières. Sociétés minières, oui. En phase d'exploration. Ça, c'est des régimes suspensifs. Okay. C'est-à-dire qu'ils ne payent pas de TVA ou bien ils ne payent pas d'impôt tant qu'ils ne voient pas l'or ou l'argent ou le diamant. Mais le jour où ils voient et qu'ils ont des revenus. En fait, là, comme je vous avais montré, c'est quand on est au niveau de la vallée des larmes, on a la possibilité d'avoir un sursis. C'est un sursis à paiement. Et dès que vraiment on commence à sécréter un bénéfice, là, il faut payer. Mais vous ne payez pas tout d'un trait, quoi. On fait ce que l'on appelle des moratoires. Ah. Vous allez négocier au niveau des impôts ce que l'on appelle un moratoire. C'est-à-dire que vous allez payer le courant et le passif, vous le payez comme vous l'avez souhaité. Parce que le moratoire, on s'engage et des fois on laisse des chèques là-bas ou bien on fait un ordre de virement irrévocable. Chaque mois, on présente ça et l'État se fait rembourser. Pour l'enregistrement des contrats, oui. Par exemple, on veut accueillir des machines. Oui. Donc, pour l'enregistrement, on va mettre le montant hors taxe ou bien le montant TTC. C'est le montant hors taxe. C'est 1% c'est des contrats. Si c'est des contrats publics, c'est 1% du montant hors taxe. Du montant hors taxe. Ouais, c'est ça. Donc, plus 2000 francs par page. Bon, il y en a qui mettent feuille, quoi. C'est 2000 francs par feuille. Parce que sur une feuille, il y a 2 pages. Maintenant, si vous mettez juste le recto, c'est 2000 francs par page, par feuille. Et 3 exemplaires. Un pour le fisc, un pour vous et un pour le client. C'est bon? Vraiment, vous avez des informations pratiques. Monsieur, bonjour. Tout à l'heure, vous avez dit pour le cas des entreprises du solaire ou bien de l'éolienne. Oui. Ils font des déductions. Oui. Et comment ça se fait? Sur l'impôt sur le revenu. Oui. Par exemple, l'impôt sur les sociétés qu'ils vont payer. Oui. Là, on leur donne la possibilité. Ça, c'est pour développer ce secteur-là qui n'est pas ça, quoi, au niveau du Sénégal. Ah, ok. Non. Mais vous le verrez, hein. Vous le verrez dans le code. C'est-à-dire, dans le code là, recherchez Code général des impôts. C'est la loi du 31 décembre, la loi numéro 12. Ils sont débrouillés pour bien retenir ça. 12 comme décembre, du 31 décembre 2012. 12. Mais applicable à partir du 1er janvier 2013. Même les salaires que vous allez payer à vos agents, le barème, c'est le barème de 2013. Voilà. Moi, je l'ai ici. Hein. Je l'ai même sur Excel. Et maintenant, dès que vous aurez le document, faites recherche, énergie éolienne ou truc. Et vous allez voir ce qu'ils disent dedans. D'accord. Merci. On avance un peu. Ah, déedéet. Hier, on a terminé à 15h. Ah, vous voulez quoi? Pause de combien? On fait 30 minutes et on arrête. On fait 15 minutes et on arrête. Et je vous libère. En fait, c'est vous qui me libérez, hein, parce que moi, après, je vais aller travailler jusqu'à 22h.
Donc ça, après, on va mettre ça dans la plateforme. Ouais. Bon, le reste, c'est des résumés, hein, vraiment. Vous êtes vraiment gâtés, quoi. Donc ça va aller vite. Mais monsieur, oui. monsieur, l'autre jour, on discutait sur le... Qui parle? Je suis là. Ah, voilà. L'autre jour, on discutait sur les revenus. Oui. Je vous parlais des indemnités. Et vous m'avez dit que tout revenu est imposable. Oui. Maintenant, je me rappelle du mode de calcul du paiement des députés. Oui. Bon, ils ont calculé. Oui. Oui. Et ils ont calculé. Wow. Et en intégrant les impôts et tout. Maintenant, en dessous, ils mettent 1 600 000 non imposables. Ce qui fait qu'ils se retrouvent avec 1 300 000 net. Ça a fait un débat. Ah, et qu'est-ce qu'on a dit? Est-ce que c'est normal? En tout cas. Oui, c'est pas normal. Et on en n'a fait, pas ils devaient corrigé, appliquer hein? le barème, comment ça s'appelle? Le barème de 2013. Impôt sur le revenu. Et pour ça, il faut avoir la situation matrimoniale et le nombre d'enfants à charge. Ça, dès que vous l'avez, même dans le site impôt et domaine.gouv.sn, vous mettez ces deux paramètres, vous mettez le montant de l'impôt, du revenu mensuel ou annuel, automatiquement, il vous calcule l'impôt. Et qu'en est-il des pensions, des retraites Tout ça, ils disent, c'est soumis à l'impôt. C'est revenus salariaux, les revenus catégoriels là. Salaire, pension et rente viagère. On paye, tout le monde paye. Même retraite? Tout le monde paye. Tout le monde paye. Même les avantages annuels là, les 13e mois là, ça il faut payer. Donc là, je résume rapidement, on termine ça. Donc vous voyez, l'équivalent de la TVA pour les banques et établissements financiers, c'est la taxe sur les activités financières. C'est 17%. Quand vous regardez votre relevé, les agios là, vous prenez, ils vous donnent un montant divisé par 17%, 1,17. Vous allez trouver le montant hors taxe. Et ça, ils le reversent. Et ça, on ne donne pas la possibilité de déduire ça. C'était la top, maintenant c'est la TAF. Voilà, c'est ça. C'est juste réforme par rapport au nom. C'est tout. Ensuite, vous avez les taxes spécifiques sur les armes à feu, les boissons liquides alcoolisées, les cafés, les thés, les corps gras, ainsi de suite. Donc ça, c'est la fin du livre 2, impôt indirect. Ensuite, on a les droits d'enregistrement et de timbre. Donc, on a les droits d'enregistrement sur les actes de société ou en cas de création, augmentation de capital, ça je vous l'avais dit. À chaque étape de la vie d'une société, il faut payer des droits d'enregistrement. C'est comme pour l'humain. Quand il y a l'héritage aussi, il faut payer des droits d'enregistrement et de timbre. C'est des droits de mutation. Ils vont être fâchés parce qu'ils sont fatigués et ils bavardent. Oui, micro. Et ils veulent rentrer. Il et elle. « 10 minutes de souffrance. C'est pas trop demandé, mon ami. Je veux savoir si on procède pour l'augmentation des capitales par incorporation des réserves. Oui. Est-ce qu'on doit payer là-bas du... Il faut payer. Oui, il faut payer. Ah si, il faut payer. Parce qu'on change le capital. Oui, mais on a procédé Même si par c'est incorporation des réserves. C'est-à-dire, si ce n'est pas de l'argent cash, il y a ce que l'on appelle les droits simples qu'il faut payer. Il y a ce que l'on appelle les droits simples des actes innommés. Ça, il faut payer. Comme quand vous importez un véhicule d'occasion, il y a un droit là que vous payez, c'est 50 000 francs. C'est des droits d'enregistrement et des droits de mutation. Ouais. Il y a les droits fixes, en matière de droits d'enregistrement, il y a les droits fixes, les droits variables. Ils vont se dire que le fait de muter, même si c'est par incorporation de réserve, vous payez les droits simples de 50 000 ou bien de 25 000. Pour les droits variables, comme le montant c'est 1 million, on vous l'épargne.
Mais ça aurait été de l'argent cash. Je donne des exemples. Hein. Ça aurait été de l'argent cash. Vous payez 1% de droits variables. Donc le total des droits, c'est ce que vous avez payé fixe et ce que vous avez payé en variable. C'est bon? C'est comme héritage. Hein? Il y a des droits fixes et des droits variables. Hein? Ah oui. C'est bon? Bon, il y a les taxes spécifiques. Taxe sur la plus-value immobilière, ça je vous l'avais dit hier. Taxe spéciale sur les conventions d'assurance. Taxe annuelle sur les véhicules à moteur. Ça, on le paye avec les visites techniques là. Donc vous avez une entreprise qui a un véhicule, vous payez cette taxe. Ça, il faut le mettre dans les comptes. 64. Taxe sur les voitures particulières des personnes morales. Même le DG, au lieu d'utiliser le véhicule pour les besoins de l'entreprise, il l'utilise à des fins personnelles. Ça, il faut payer cette taxe-là. Oui. Et maintenant, voilà les trucs du régime là. Ça, on va aller très vite. Donc, il y a de 0 à 50 TTC, c'est le chiffre annuel TTC, c'est la contribution globale unique. De 50 à 100, réel simplifié. Au-delà de 100, réel normal. Ça, c'est pour les personnes physiques. Pour les personnes morales, de 0 à 100, c'est le réel simplifié. Et au-delà de 100, c'est le réel normal. Et la CGU, c'est un impôt sur le revenu assis sur les bénéfices industriels et commerciaux, les BIC, l'impôt du minimum fiscal, la patente, qui s'appelle maintenant contribution économique locale, valeur ajoutée ou valeur locative, la TVA, c'est annuel, hein? La TVA, la contribution forfaitaire à la charge des employeurs et la licence. Comprendre les licences de boissons alcoolisées. Et pour les collectivités territoriales, il y a ce que l'on appelle les impôts locaux. Ce n'est pas pour l'État, mais pour la commune. Il y a la taxe sur les ordures ménagères, la contribution économique locale, valeur ajoutée ou valeur locative, l'ancienne patente que j'ai mis là. Il y a le foncier bâti ou contribution foncière des propriétés bâties. Il y a le foncier non bâti, les licences de boissons, de débit de boissons et l'impôt du minimum fiscal. La taxe rurale de 1000 francs par tête d'habitant là, c'est ça l'IMF, qui est différent de l'impôt minimum forfaitaire qu'on paye en cas de perte pour les sociétés. Voilà. Régime social. Donc ça, c'est l'exemple type d'un état de salaire pour vos employés. Donc vous avez ce que l'on appelle les nombres de parts qui sont déterminés par la situation matrimoniale. Donc quand on est marié, c'est 1,50, célibataire, c'est 1. Chaque enfant à charge, c'est 0,5. Donc lui, il est marié avec un enfant à charge. Donc lui, il est marié avec plusieurs enfants à charge. Le code général est monogame. Il ne connaît pas de 2 femmes supplémentaires. Non. Lui, c'est marié, point 1,50. Après chaque enfant à charge. Jusqu'à l'âge de 18 ans. Wow. S'il n'étudie pas. S'il étudie jusqu'à l'âge de 21 ans. Non, 21 ans, voilà. Mais justifié par l'attestation d'inscription. Et vous voyez, il y a ce que l'on appelle les avantages en nature. Je vais vous donner l'arrêté qui les fixe. Comme logement, cuisinier, jardinier, ainsi de suite. Et il y a ce que l'on appelle le salaire brut social, qui découle des conventions collectives interprofessionnelles. Est-ce que vous voyez? Et vous avez les retenues salariales sur ce brut-là, c'est l'impôt sur les sociétés, l'impôt sur le revenu, par rapport au barème fiscal de 2013, la TRIMF, taxe représentative de l'impôt du minimum fiscal, et vous avez les retenues sociales. Par exemple, ici, on a donné le cas de l'IPRES. Pour la part salariale, c'est 5,6% du salaire brut social plafonné à 360 000. Et ça, c'est pour le régime général, et il y a ce que l'on appelle le régime complémentaire cadre. Peut-être que les montants ont changé, mais c'est ça le tableau, et là, vous avez le net à payer du gars. Donc, pourquoi il a 127 000, moins les retenues, plus ça, c'est non imposable. La prime de transport. Hein?
Et enfin, vous avez les mêmes paramètres, mais ça, c'est à la charge du patron. Donc, vous, entrepreneur, personne physique ou personne morale. Donc, vous devez payer pour vos salariés, pour l'État. Ça, c'est une retenue fiscale qu'on appelle contribution forfaitaire. 3%. Et c'est les 5% qui vont à l'ONFP, l'Office national de formation. Non, la TRIMF. C'est les 5% de la TRIMF collectés dans l'espace Sénégal. 5% de la TRIMF vont aller à l'ONFP pour financer la formation professionnelle. Donc ici, c'est pour l'État. Donc c'est 3% du salaire brut et des avantages en nature. Il y a aussi la caisse de sécurité sociale. 7% pour les accidents du travail, les allocations familiales, de 1 à 3% pour les accidents du travail. Et là, le plafond, c'est 63 000. Même si vous avez un salaire de 1 million, vous faites 63 000 fois 7% ou 1%. Et vous avez l'IPRES, mais par patronal. Donc, dans le cadre de la retraite de l'employé cotise, mais le patron cotise aussi pour lui. Combien? Régime général, 8,4%, plafond 360 000. Et régime complémentaire 4, 3,6%, plafond 1,80 million. C'est ça qui donne le total des charges sociales. C'est bon? Dernière question. Sinon, il y a certains qui vont être fâchés. Hein? Oui, et ça, c'est le salaire net, l'impôt, les retenues, la caisse de sécurité. Oui? Je veux juste venir sur la cotisation pour la retraite complémentaire. Oui. C'est imposable ou non imposable? La cotisation pour la retraite complémentaire? Complémentaire. Si, par exemple, on adopte de faire une cotisation retraite complémentaire différente du régime normal, quoi, je veux dire. Ah, pour les sociétés d'assurance? Ouais. Est-ce que c'est imposable? Ouais. Non, 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 c'est pas imposable. C'est pas imposable. Parce que vous puisez de votre revenu pour faire la cotisation, quoi. Et j'ai vu dans la section 6. Section 6. Du Code des impôts. Oui. La taxation des éléments du train de vie. Oui. Chiffre. C'est quand on est très par exemple, ici, luxueux, on là. dit dépenses. Train de vie, c'est le luxe. D'entretien et d'occupation, résidence principale et secondaire au Sénégal ou hors Sénégal. Cette valeur est majorée si la résidence comporte des piscines. Oui. Et 500 000 par piscine. C'est ça. Mais ça, je pense que c'est... Quand vous jouez au bosquet, vous pouvez contribuer. Mais ça c'est un peu personnel aussi, parce que... Bon, je sais ah, pas. mais tout ce qu'on paye en impôt là, c'est personnel, hein, mon frère. Même train de vie. Waouh, waouh. Alors, je vais vous montrer le texte là. Vous voyez, il y a cet arrêté là. Vous voyez ici. Ici, ce n'est pas le train de vie. Hein. Ici, c'est le droit commun. Il dit l'évaluation mensuelle des avantages en nature, compris dans la base de l'impôt sur le revenu, en application des dispositions du Code, est déterminée comme suit. Logement par pièce principale dans la région de Dakar. 33 500 seulement. Gardien ou jardinier. Cuisinier ou maître d'hôtel. Autre genre de maison. Et pièce principale, c'est chambre, quoi. C'est pas cuisine. Maintenant, si vous avez une piscine caille, ça veut dire que vous dépassez même le cadre de pièce principale. Il faut payer. Vous voyez, même pour l'eau. C'est-à-dire, si vous avez un employé et vous lui avez donné un avantage en nature, c'est-à-dire vous lui avez donné, dans le cadre de l'activité, vous lui donnez une résidence. Et la société paye l'eau, l'électricité pour lui. Mais dans le cadre du calcul de l'impôt, de son impôt sur le revenu, il faut prendre 10 500 que vous mettez comme avantage en nature pour l'eau. Ça fait partie du calcul de lui-même, son impôt sur le revenu. Vous voyez, même le véhicule de fonction, puissance fiscale inférieure ou égale à 11 chevaux, supérieure à
C'est pourquoi quand vous importez un véhicule de plus de 11 chevaux, ça vous coûte très cher en termes de droits de douane. Ah ouais, il faut payer. Donc il dit les retenues effectivement opérées par l'employeur en contrepartie d'avantages sont déduites de l'évaluation forfaitaire fixée à l'article 1er. La base d'imposition est obtenue en ajoutant cette différence au salaire brut. Le cours est terminé.